Je m'appelle Emily Bennett. J'avais 18 ans quand ma mère m'a ri au nez et a dit « L'école de droit ? Tu poursuis une chimère. » 10 minutes plus tard, je me tenais dehors avec 2 sacs poubelles noirs, 81 $. Et aucune clé de la maison où j'avais grandi. Mon père a montré la rue du doigt et a dit « Quiconque rejette l'entreprise familiale ne mérite pas le soutien de la famille. » J'ai demandé s'il me jetait vraiment dehors parce que je voulais un avenir différent. Il a répondu en verrouillant la porte. 12 ans plus tard. Je suis entré dans une salle d'audience fédérale en portant une sacoche de procès en cuir au lieu de sac poubelle. De l'autre côté de l'allée étaient assises les 2 personnes qui m'avaient abandonné. Elles étaient accusées de gérer une opération secrète qui pourrait renverser leur entreprise. Faire chuter leur fortune et exposer ce qu'elles avaient fait à des familles vulnérables. Mon père m'a regardé droit dans les yeux, mais n'a pas reconnu la femme que j'étais devenue. Quand le greffier a appelé l'affaire, il a finalement fixé mon visage et a crié « Tu es une clocharde sans abri. » J'ai répondu « Oui, c'est vous qui avez fait ça. » Ma mère a attrapé sa manche et a chuchoté « Reste tranquille. Laisse les avocats s'en occuper. » Elle n'avait aucune idée que l'avocate détenant les preuves contre eux était la fille qu'ils avaient jetée à la rue. Elle ne savait pas non plus qu'à l'intérieur de mon dossier se trouvait un enregistrement fait le soir où j'ai quitté la maison. Un enregistrement qui reliait mes 81 $ à la supercherie qui menaçait maintenant tout ce qu'il possédait. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Dites-moi où vous êtes et quel temps il fait là-bas. Je veux savoir jusqu'où l'histoire d'une fille non désirée peut voyager. La première nuit après que mes parents m'ont mise dehors. J'ai dormi sous les lumières fluorescentes d'un terminal de bus ouvert 24 heures sur 24 à Sacramento. J'ai placé un sac poubelle sous ma tête et j'ai enlacé mes bras autour de l'autre parce qu'il contenait mon acte de naissance. Mes cahiers d'école et le seul blazer que je possédais. Je n'avais pas de plan détaillé. Je savais seulement que retourner à la maison signifierait renoncer à l'avenir que je voulais. Mes parents possédaient Right Family Senior Solutions. Une entreprise qui aidait les clients âgés à entrer dans des établissements de soins. Gérait leurs factures et organisait la vente des biens dont ils n'avaient prétendument plus besoin. Ils s'attendaient à ce que je rejoigne l'entreprise après le lycée, que je réponde au téléphone. Que je recueille des signatures et que je devienne finalement son visage public. Ils appelaient cela de la loyauté. J'ai commencé à la remettre en question après avoir vu des clients désorientés signer des documents. Pendant que mon père couvrait des paragraphes importants avec sa main. Chaque fois que je demandais ce que contenaient ces papiers. Il me disait que les familles qui réussissent ne s'interrogent pas les unes les autres. Ma mère m'a averti que poser les mauvaises questions me rendrait inemployable. Le soir où ils m'ont expulsé. J'ai secrètement enregistré une partie de notre dispute parce que je craignais qu'ils nient plus tard ce qu'ils avaient dit. À l'époque, je croyais que l'enregistrement ne prouvait que leur cruauté. Je ne comprenais pas qu'une phrase capturée en arrière-plan deviendrait une preuve 12 ans plus tard. J'ai passé le mois suivant à naviguer entre un refuge pour jeunes et le sous-sol d'une église. Pendant la journée, je travaillais dans une blanchisserie industrielle qui nettoyait les draps d'hôpital. Le travail était chaud et pénible. Je chargeais du linge humide dans des presses industrielles jusqu'à ce que mes poignets me brûlent. Puis j'assistais à des cours du soir dans un collège communautaire en utilisant les manuels de la bibliothèque. Je n'ai jamais dit à mes camarades de classe que je me lavais parfois les cheveux dans le lavabo du refuge ou que manquer le dernier bus signifiait marcher dans des rues industrielles après minuit. La routine m'a maintenu en vie. Je notais chaque dépense dans un carnet. 2 $ pour du gruau, 1,25 $ pour le ticket de bus, 6 $ pour un pull d'occasion. Les 81 $ ont disparu en 9 jours, mais la détermination derrière a duré. Ma première véritable amie fut Marissa Cole. Une étudiante plus âgée qui reconstruisait sa vie après avoir quitté un mariage contrôlant. Une fois, elle m'a trouvé endormi sur un livre de sciences politiques et a placé la moitié d'un sandwich à côté de ma main. Quand j'ai essayé de le refuser, elle a dit « Accepter de l'aide n'est pas se rendre ». Marissa ne m'a jamais traité comme une tragédie. Elle m'a traité comme quelqu'un qui construit une vie difficile avec des outils inadéquats. Nous étudions ensemble. Avons fini par louer un garage aménagé et faisions semblant de ne pas remarquer quand l'épuisement faisait pleurer l'autre.
2 ans plus tard, j'ai été transféré dans une université d'État avec des bourses, des subventions et une recommandation d'un professeur qui me décrivait comme ayant une intolérance inhabituelle à la malhonnêteté institutionnelle. J'ai considéré cela comme le plus grand compliment que j'avais reçu. J'ai changé mon nom de famille de Wright à Bennett, le nom de ma défunte grand-mère. Non pas pour effacer mon passé, mais pour séparer mon avenir de l'entreprise de mes parents. Ma grand-mère avait une fois glissé une carte de bibliothèque dans mon enveloppe d'anniversaire et m'avait dit que la connaissance était le seul héritage que personne ne pouvait injustement vous enlever. Porteur son nom, c'était comme porter un témoin. L'école de droit n'était pas la victoire glamour que j'avais imaginée. C'était des dettes, de la panique, de la compétition, des interrogations surprises. Des amphithéâtres et le soupçon que tout le monde comprenait des règles qu'on ne m'avait jamais apprises. Pendant mon premier semestre, un professeur a demandé pourquoi je voulais pratiquer le droit. D'autres étudiants ont mentionné des stages prestigieux et des traditions familiales. J'ai dit, parce que la paperasse devient une arme quand un seul côté la comprend. Après le cours, Naomi Brox, une avocate de l'aide juridique en visite, s'est présentée. Elle a dit que ma réponse ressemblait moins à de l'ambition qu'à un souvenir. J'ai admis que c'était les deux. Naomi est devenue mon mentor. Elle m'a appris comment la tromperie se cache derrière le langage ordinaire. Comment des contrats inéquitables peuvent paraître professionnels et comment les personnes puissantes comptent sur le fait que les victimes se sentent trop honteuses ou confuses pour comparer leurs expériences. Après mon diplôme, j'ai rejoint son équipe de litige à but non lucratif et j'ai travaillé sur des cas impliquant une mauvaise gestion financière, des arrangements de tutelle trompeurs et des transferts de propriété inappropriés impliquant des personnes âgées. Je perdais rarement mon sang-froid au tribunal parce que j'avais appris bien avant de devenir avocate que la peur visible attire les gens qui confondent la vulnérabilité avec une permission. Pendant ces 12 années, mes parents ne se sont jamais excusés. Ma mère a envoyé 3 messages me demandant si j'étais prête à être raisonnable. Mon père a envoyé une lettre recommandée exigeant que j'arrête d'utiliser le nom Wright, ignorant que je l'avais déjà abandonné. Ni l'un ni l'autre n'a demandé si j'avais mangé, si j'étais diplômé ou si j'avais survécu. Finalement, j'ai cessé de m'attendre à ce qu'ils le fassent. Je pensais que la distance avait mis fin à notre histoire. Puis, une femme nommée Eleanor Price est entrée dans notre bureau, portant une boîte en métal verrouillée, et a demandé si j'avais déjà entendu parler de Wright Family Senior Solutions. Eleanor Price avait 63 ans, était soigneusement vêtue et visiblement effrayée. Avant de s'asseoir, elle a vérifié le couloir et a demandé si notre salle de consultation avait des caméras. Elle avait été superviseur des dossiers dans l'entreprise de mes parents pendant 9 ans. Selon elle, Wright Family Senior Solutions faisait plus qu'aider les familles à trouver des établissements de soins. Elle persuadait les clients âgés de signer de larges autorisations financières, redirigeait les remboursements de placement, vendait des biens personnels par l'intermédiaire de courtiers affiliés et facturait des frais administratifs inventés à des successions peu susceptibles d'être auditées. Certains clients avaient de graves problèmes de mémoire. D'autres croyaient signer des formulaires d'admission ordinaires. Eleanor avait remis en question plusieurs transactions. Mais la direction lui avait ordonné d'antidater les dossiers et de détruire les messages internes. Quand elle a refusé, elle a été licenciée pour de prétendues violations de la sécurité des données. J'écoutais en silence, mais mon corps a reconnu le danger avant que mon esprit ne l'accepte. Les documents qu'elle a posés sur la table portaient la même bordure bleu marine et le même logo d'arbre doré dont je me souvenais du bureau de mes parents à la maison. Une signature appartenait à un enseignant retraité de 82 ans nommé Harold Mercer. Sa famille croyait qu'il avait volontairement vendu sa maison pour payer des soins de longue durée. En réalité, elle avait été vendue en dessous de la valeur du marché à une société écran liée à l'un des partenaires de mon père. Un autre client avait été facturé près de $40 000 pour des conseils de transition pendant 6 semaines alors qu'elle était hospitalisée et incapable de communiquer. Eleanor a expliqué que le plan secret fonctionnait parce que chaque participant ne voyait qu'une partie. Les établissements de soins voyaient les papiers de placement, les parents voyaient les factures. Les courtiers voyaient les contrats de vente, et personne ne voyait la chaîne complète. Elle avait préservé cette chaîne en copiant les registres, les courriels,
les messages audio et les historiques de documents sur des disques cryptés. Sa boîte en métal contenait suffisamment de preuves pour commencer une enquête, mais pas assez pour établir qui la dirigeait. Pour cela, nous avions besoin de quelqu'un au sein de la haute direction. J'ai demandé qui autorisait les transactions. Eleanor a hésité avant de répondre. Richard et Diane Wright. Entendre les noms de mes parents dans cette pièce, c'était comme regarder un mur bouger. Naomi a immédiatement remarqué ma réaction. Eleanor a continué d'expliquer que Richard contrôlait les acquisitions et les partenariats financiers tandis que Diane gérait l'accueil des clients et la communication avec les familles. Ensemble, ils se présentaient comme des conseillers compatissants, aidant les familles dépassées à prendre des décisions difficiles. Derrière des portes closes, ils auraient appelé les clients âgés sans parents proches des dossiers propres parce que moins de personnes contesteraient des frais inexpliqués. Naomi a interrompu l'entretien et a demandé à Eleanor d'attendre avec un autre avocat. Quand la porte s'est fermée, elle m'a dit que je ne pouvais pas continuer sans divulguer ma relation avec les cibles. Je lui ai tout raconté. L'entreprise familiale, la nuit où j'ai été expulsé. Les questions que j'avais posées adolescente et l'enregistrement que j'avais conservé pendant 12 ans. Je m'attendais à ce que Naomi me retire de l'affaire. Au lieu de cela, elle a demandé si l'enregistrement contenait des preuves d'actes répréhensibles. Je ne sais pas, ai-je admis. Je ne l'ai pas écouté depuis que j'ai 18 ans. Nous avons récupéré l'appareil de mon appartement ce soir-là. Il était rayé et à peine fonctionnel, mais un technicien a transféré l'audio. La majeure partie correspondait exactement à ce dont je me souvenais. Ma mère ridiculisant l'école de droit. Mon père m'accusant de trahison et ma propre voix tremblante exigeant mes documents. Puis un téléphone a sonné dans le bureau de mon père. Il a répondu sans se rendre compte que mon enregistreur tournait toujours. Sa voix est devenue basse. Faites passer la propriété Mercé par Calder Holdings. Ne mettez pas notre nom sur le premier. Transfert. Assurez-vous que le vieil homme signe avant que son fils n'arrive. J'ai arrêté de respirer. Le nom Mercé correspondait au dossier d'Eleanor. L'enregistrement documentait potentiellement mon père dirigeant l'une des toutes premières transactions d'une opération secrète qui s'est poursuivie pendant plus d'une décennie. Sa date plaçait l'appel dans les 48 heures suivant l'autorisation contestée d'Harold Mercé. Pour la première fois, j'ai compris pourquoi mon père avait réagi si violemment quand j'ai voulu étudier le droit. J'avais cru qu'il détestait mon ambition parce qu'il voulait le contrôle. Ce n'était qu'une partie de la vérité. Une fille formée pour examiner les contrats. Tracer la propriété et remettre en question les signatures était une menace pour l'entreprise qu'il était déjà en train de bâtir. Naomi a organisé un examen éthique pour déterminer si mon histoire créait un conflit inacceptable. J'ai proposé de me retirer, bien que chaque instinct résistât à l'idée. L'examen a conclu que notre organisation pouvait représenter les victimes, mais que j'avais besoin du consentement écrit des clients, d'une supervision indépendante et d'une séparation stricte entre les preuves admissibles et l'émotion personnelle. Naomi m'a averti que la défense m'accuserait de vendetta personnelle. Ils auront en partie raison, ai-je dit. Elle m'a regardé d'un air vif. Je veux la responsabilité, ai-je clarifié. Mais pas pour ce qu'ils m'ont fait. Je veux un verdict basé sur ce qu'ils ont fait à tous les autres. Cette distinction est devenue ma discipline. Pendant 6 mois, nous avons interrogé des familles, assigné des registres de propriété, comparé des signatures et suivi des paiements à travers cette société liée. Marissa, maintenant journaliste d'investigation, a aidé à localiser d'anciens employés prêts à parler en privé. Bien qu'elle ait accepté de ne rien publier qui pourrait compromettre l'affaire. Nous avons découvert que mes parents avaient amassé des millions grâce à des frais gonflés et des transferts de propriété sous-évalués. Certaines victimes ont perdu leur héritage. D'autres ont été transférées dans des établissements moins chers après que leurs actifs ont été épuisés. Pourtant, l'affaire restait vulnérable car la plupart des clients avaient signé quelque chose. La défense soutiendrait que chaque transaction était autorisée. Nous avions besoin de preuves démontrant que mes parents savaient que les clients n'avaient pas donné leur consentement éclairé. Eleanor croyait qu'un ancien coordinateur d'accueil possédait des appels enregistrés montrant ma
Mère cochant les employés pour dissimuler les frais. Cet employé a disparu 2 jours avant notre réunion prévue. Son appartement était vide, son téléphone déconnecté et ses comptes supprimés. Le lendemain matin, une enveloppe est apparue sous la porte de mon bureau. À l'intérieur se trouvait une photographie de moi à 18 ans. Debout devant la maison de mes parents avec 2 sacs poubelles. Quelqu'un avait écrit en bas, « Tu aurais dû rester parti. Si vous aviez passé 12 ans à reconstruire votre vie. Partiriez-vous quand votre passé révèle enfin pourquoi il a si ardemment tenté de vous détruire ?» La photographie a franchi une limite que les dossiers financiers n'avaient pas franchie. Seules quelques personnes auraient pu la posséder. Ma mère l'avait prise de l'intérieur de la maison le soir où ils m'ont expulsé. Je me souvenais avoir vu un flash à travers la fenêtre de devant et avoir supposé qu'il venait d'une voiture qui passait. 12 ans plus tard. Elle ou quelqu'un ayant accès à ses affaires avait utilisé cette image comme une menace. Naomi a insisté pour que je le signale aux enquêteurs fédéraux et que j'arrête de voyager seul. J'ai accepté, mais j'ai refusé de quitter l'affaire. Me retirer ne me protégerait pas. Cela apprendrait à mes parents que l'intimidation contrôlait toujours mes décisions. Nous avons installé des caméras. Changé nos protocoles de documents et placé les preuves originales dans un lieu de stockage sécurisé. Eleanor a bénéficié d'un arrangement de protection des lanceurs d'alerte après que quelqu'un ait entré par effraction dans sa voiture et a emporté un sac d'ordinateur portable vide. Le coordinateur d'accueil manquant restait injoignable. Puis les attaques sont devenues publiques. Des plaintes anonymes m'ont accusé de mauvaise gestion des fonds des clients. Un courriel fabriqué suggérait que j'avais payé Eleanor pour son témoignage. Quelqu'un a envoyé au barreau de l'État une partie recadrée de l'ancienne lettre de mon père, faisant croire que j'avais changé de nom de famille pour dissimuler une faute professionnelle. Bien que chaque allégation ait été réfutée. Les enquêtes ont pris des semaines et ont mis en péril le financement de notre organisation. 2 membres du conseil d'administration ont recommandé d'attribuer l'affaire à un avocat extérieur. L'avocat de mes parents, Grant Holloway, a contacté Naomi avec ce qu'il a appelé une opportunité de résolution confidentielle. Grant était élégant, discipliné et dangereux sans jamais élever la voix. Il a offert un remboursement complet à 6 familles nommées. Des règlements de confidentialité généreux et un don à notre organisation à but non lucratif. En échange, nous retirerions les plaintes plus larges. Rendrions les dossiers de l'entreprise et accepterions de ne pas représenter d'autres clients contre Wright Family Senior Solutions. L'offre a confirmé que mes parents craignaient le schéma plus que les pertes individuelles. L'accepter aiderait rapidement plusieurs familles. Mais laisserait de nombreuses victimes non identifiées sans réponse et permettrait à l'entreprise de continuer à fonctionner. Eleanor nous a supplié de ne pas accepter. Il compte sur le fait que chaque famille croit que cela n'est arrivé qu'à elle, a-t-elle dit. Le schéma est la véritable injustice. Grant a demandé une réunion privée avec moi. Naomi l'a déconseillé, mais nous avons accepté de nous rencontrer en présence d'un autre avocat. Grant a posé la photographie de ma mère sur la table. Vos clients peuvent récupérer de l'argent, a-t-il dit. Vous pouvez protéger votre carrière. Ou vous pouvez transformer cela en une croisade personnelle et laisser un tribunal décider si une fille abandonnée a manipulé des personnes âgées vulnérables pour punir ses parents. J'ai demandé comment il avait obtenu la photographie. Il a souri sans répondre. Un jury voit le chagrin. Les juges voient le mobile. Mon mobile ne modifie pas les relevés bancaires, ai-je répondu. Non, mais il modifie la confiance que l'on accorde à votre interprétation de ceux-ci. Il a ensuite révélé la stratégie de la défense. Mes parents prévoyaient de prétendre qu'Eleanor avait détourné des dossiers, falsifié des métadonnées et m'avait recruté en raison de mon ressentiment. Chaque transaction contestée serait décrite comme un malentendu impliquant des parents en détresse. Grant croyait que mon histoire affaiblissait l'affaire. Il ne comprenait pas qu'elle expliquait aussi les premières fautes de l'entreprise. J'ai demandé si mes parents savaient que je dirigeais le litige. Ils savent qu'une avocate nommée Bennett est impliquée, a-t-il répondu. Ils n'ont pas montré beaucoup d'intérêt pour le personnel subalterne. Même après 12 ans. Ils supposaient toujours que le travail important appartenait à quelqu'un d'autre. Notre percée est venue de l'employé que nous pensions avoir disparu.
Rachel Monroe était entrée dans un programme de logement sur sans rapport avec l'affaire et avait déconnecté ses comptes après que quelqu'un de l'entreprise a commencé à la suivre. Par l'intermédiaire de son avocat, elle a contacté les enquêteurs. Rachel possédait 43 appels d'accueil enregistrés et une présentation de formation interne narrée par ma mère. Dans un enregistrement, Diane demandait aux employés d'éviter des mots tels que commission, frais de transfert et intérêts de revente. Elle leur disait de décrire chaque charge comme de la coordination des soins, même lorsque l'entreprise profitait de la vente des biens d'un client. Un autre enregistrement a capturé mon père discutant d'un client atteint de troubles cognitifs. Un employé a averti que l'homme ne pouvait pas comprendre l'autorisation. Richard a répondu. Alors guidez-le. Nous résolvons un problème que sa famille est trop faible pour résoudre. Cette phrase a transformé notre procès civil en quelque chose de plus grand. Les autorités fédérales ont ouvert une enquête officielle pendant que nous préparions une plainte consolidée demandant la restitution des dommages et intérêts punitifs, une mesure d'injonction et un séquestre indépendant pour contrôler les actifs de l'entreprise. Nous représentions 28 familles lorsque l'affaire a été déposée. En une semaine, 9 autres nous ont contactés. Mes parents ont annoncé qu'ils étaient victimes d'une attaque injuste. Ils sont apparus à un événement caritatif aux côtés de responsables de la ville et ont affirmé que d'anciens employés mécontents attaquaient une entreprise familiale respectée. Ma mère a parlé de compassion. Mon père a parlé d'intégrité. Aucun n'a mentionné les maisons vendues par des entreprises qu'ils contrôlaient secrètement. L'attaque la plus personnelle est survenue 2 nuits avant notre audience d'urgence. Quelqu'un a obtenu des archives de la blanchisserie où j'avais autrefois travaillé et les a envoyées à des blogueurs avec une histoire fabriquée selon laquelle j'avais été licencié pour vol. Le propriétaire a publiquement corrigé le mensonge. Mais l'accusation a voyagé plus vite que la vérité. Des inconnus en ligne m'ont traité d'instable, de malhonnête et d'obsédé par des parents riches qui avaient prétendument échappé à une fille ingrate. Pendant plusieurs heures, j'ai eu l'impression d'avoir à nouveau 18 ans. Assez pauvre pour que les autres puissent réécrire ma vie parce que je n'avais pas le pouvoir de les contredire. Marissa s'est assise à côté de moi jusqu'à ce que j'arrête de lire les commentaires. Ils te forcent à défendre ta valeur au lieu de prouver leur conduite, a-t-elle dit. Elle avait raison. Je n'avais pas besoin de prouver que je méritais un abri à 18 ans. Aucun enfant ne devrait avoir à mériter le droit de ne pas être abandonné. Le procès ne portait pas sur le jugement de si j'avais été une fille parfaite. Il concernait des signatures, de l'argent, des biens et une tromperie délibérée. Le lendemain matin, j'ai déposé une déclaration divulguant ma relation complète avec les défendeurs avant qu'ils ne puissent la déformer. J'ai inclus la photographie, les menaces, les fausses plaintes, la campagne de diffamation et l'enregistrement original. Grant-Sy est opposé, affirmant que j'enflammais la procédure. Au lieu de cela, le juge a ordonné aux 2 parties de préserver toute communication impliquant l'intimidation. Les témoins, les contacts avec les médias et la manipulation des preuves. Mes parents avaient essayé de transformer mon passé en une faiblesse. Au lieu de cela, ils ont placé leurs représailles directement dans le dossier du tribunal. La confrontation au tribunal a eu lieu 12 ans et 3 mois après la nuit où j'ai quitté la maison. Mes parents sont entrés par une porte latérale, entourés d'assistants et de conseillers en relations publiques. Ils s'attendaient à une audience de procédure gérée par des avocats seniors. Grant avait apparemment évité de souligner mon identité. Soit parce qu'il voulait contrôler leur réaction, soit parce qu'il croyait que je serais retiré avant le procès. Je me tenais à la table du conseil en examinant les pièces à conviction quand mon père est entré. Ses cheveux étaient devenus argentés, mais sa posture était inchangée. Épaules en arrière, menton relevé. Les yeux cherchant dans la pièce quiconque il considérait comme utile. Il m'a regardé 2 fois sans me reconnaître. Ma mère a étudié mon visage brièvement, puis a écarté la possibilité. Dans sa mémoire, je restais une adolescente épuisée portant un manteau emprunté. Elle ne pouvait pas relier cette image à l'avocate qui arrangeait les preuves de l'autre côté d'eux. L'allée. Le greffier a appelé l'affaire. Grant a présenté la défense. Puis je me suis levé. Emily Bennett pour les plaignants,
votre honneur. La main de ma mère s'est figée au-dessus de son sac à main. Mon père m'a dévisagé comme si la reconnaissance elle-même était une insulte. Ce n'est pas possible, a-t-il dit. Le juge lui a ordonné de garder le silence. Il a ignoré l'avertissement. Tu es une clocharde sans abri. Je l'ai regardé. Oui, c'est vous qui avez fait ça. Une ondulation a parcouru l'assistance. Ma mère a tiré sur sa manche et a chuchoté, reste tranquille. Laisse les avocats s'en occuper. J'ai ouvert mon classeur. Je suis l'avocate. Le choc a traversé son visage avant que le calcul ne le remplace. Elle s'est penchée vers Grant, parlant rapidement. Il les a exhortés à s'asseoir. Le juge a demandé si la défense avait l'intention de soulever une objection immédiate pour conflit d'intérêt. Grant a reconnu que ma relation avait été divulguée et examinée des mois plus tôt. Mes parents n'avaient jamais pris la peine de lire attentivement le dossier. L'audience portait sur notre demande de gel des actifs de l'entreprise et d'installation d'un séquestre indépendant. Nous avions des preuves que des millions étaient transférés vers de nouvelles entités après le début du procès. Grant a soutenu que les transferts étaient une restructuration de routine et que le gel des comptes nuirait aux clients actuels. J'ai présenté des relevés bancaires montrant que 3 sociétés écrans avaient été créées dans les 11 jours suivant la première entrevue d'Eleanor. L'une d'elles avait le cousin de ma mère comme gérant. Une autre utilisait un entrepôt vacant comme adresse. La troisième avait payé des honoraires de conseil de $900 000 à un compte offshore. Grant a attaqué la crédibilité d'Eleanor et a montré la photographie de moi tenant des sacs poubelles, dans l'intention de prouver que l'affaire était motivée par le ressentiment. Mes parents regardaient avec la confiance de personnes qui croyaient que l'humiliation me contrôlerait toujours. Je ne me suis pas opposé à la photographie. Je l'ai authentifiée. Ma mère a pris cette image la nuit où les défendeurs m'ont expulsé. J'ai dit au tribunal que la date importait parce qu'un enregistrement audio créé au même moment a capturé Richard Wright dirigeant un transfert de propriété contesté impliquant l'une des premières victimes. Grant s'y est opposé, invoquant un manque de fondement et un préjudice injuste. Le juge a autorisé une présentation limitée. Notre spécialiste en criminalistique a vérifié les métadonnées de l'enregistrement et a confirmé qu'il ne montrait aucun signe de modification. Ensuite, nous avons joué l'appel de mon père. Sa voix a rempli la salle d'audience. Faites passer la propriété Mercé par Calder Holdings. Ne mettez pas notre nom sur le premier transfert. Assurez-vous que le vieil homme signe avant que son fils n'arrive. Le fils d'Harold Mercé était assis au 2e rang. Il avait passé des années à croire que son père avait volontairement vendu leur maison familiale. Quand l'enregistrement s'est terminé, il a baissé la tête et s'est couvert le visage. Mon père a chuchoté que l'audio avait été obtenu de manière inappropriée. Même si l'enregistrement faisait face à des contestations d'admissibilité ultérieures. Il soutenait une enquête plus approfondie et la préservation des actifs. Le témoignage de ma mère a causé de plus grands dommages. Grant l'a appelée pour expliquer les procédures de l'entreprise. Elle s'est présentée comme une administratrice compatissante qui s'appuyait sur des employés formés et des professionnels externes. Elle a nié avoir enseigné au personnel à cacher les frais. Pendant le contre-interrogatoire, je lui ai montré la présentation de formation récupérée par Rachel Monroe. Est-ce votre voix, ai-je demandé. Elle semble similaire. Avez-vous narré cette présentation? J'ai narré de nombreux supports internes. J'ai joué la section où elle disait « Ne décrivez jamais le pourcentage de revente comme un profit. Les familles deviennent émotives quand elles entendent ce mot. » Elle a prétendu que la phrase manquait de contexte. J'ai joué les 40 secondes suivantes. Elle demandait aux employés d'éviter de fournir des décomptes de frais imprimés à moins que les familles ne les exigent spécifiquement. Puis plaisantait sur le fait que les parents dépassés lisaient rarement au-delà de la première page. Quel objectif légitime exigeait que les employés dissimulent le pourcentage de revente, ai-je demandé. Elle a répondu que les clients appréciaient la simplicité. Appréciez-ils la simplicité, ou appréciez-vous leur confusion? Grant s'y est opposé, mais le juge lui a ordonné de répondre. Pour la première fois,
ma mère m'a regardé non pas comme une avocate adverse, mais comme une parente cherchant l'enfant qu'elle savait autrefois faire taire. Tu as toujours tout déformé, a-t-elle dit. Le juge a répété la question. Elle a refusé de répondre 3 fois. Son refus importait plus que n'importe quel discours que j'aurais pu prononcer. Grant a ensuite attaqué mon passé. Il m'a demandé si je détestais mes parents, si j'avais changé mon nom de famille pour leur échapper. Et si j'avais imaginé cette confrontation pendant des années. J'ai répondu simplement, oui, j'ai changé mon nom de famille. Oui. Leurs actions m'ont fait du mal. Non, le préjudice personnel n'a pas créé ces dossiers financiers. Il a demandé si je considérais le procès comme une vengeance personnelle. Je le considère comme une représentation. Les plaignants ne m'ont pas engagé pour punir mes parents de m'avoir abandonné. Ils m'ont engagé parce que les défendeurs ont pris de l'argent, des biens et le choix éclairé à des personnes qui leur faisaient confiance. Grant s'est approché. Mais vous voulez les détruire. Je veux que le tribunal les arrête. Le juge a gelé les comptes litigieux, interdit les transferts inhabituels et nommé un superviseur temporaire. C'était une victoire majeure, mais pas la dernière. Près des ascenseurs, mon père m'a bloqué le passage. Tu penses qu'un diplôme de droit te rend meilleur que nous? Non. Alors qu'est-ce que ça fait de toi? Plus difficile à qui mentir. La sécurité s'est interposée entre nous. Ma mère se tenait à quelques mètres de là, fixant la sacoche de procès dans ma main. Peut-être se souvenait-elle des sacs poubelles. Peut-être comprenait-elle que chaque tentative de me rabaisser avait créé la discipline qui démantelait maintenant sa défense. Ce soir-là, Grant a déposé une requête pour me disqualifier et pour supprimer l'enregistrement. Au même moment, des agents fédéraux perquisitionnaient 3 bureaux de l'entreprise. Mes parents étaient sur le point d'apprendre que la fille qu'ils avaient rejetée n'était pas revenue. Seule. Derrière moi se tenaient 37 familles, 3 lanceurs d'alerte. Des milliers de pages de preuves et un système juridique qu'ils ne pouvaient plus contrôler par des menaces privées. Le procès complet a commencé 4 mois plus tard. Les enquêteurs fédéraux avaient saisi les serveurs de l'entreprise, récupéré des messages supprimés et identifié plus de 100 transactions suspectes. Plusieurs anciens employés ont accepté des accords d'immunité. Et le tribunal a rejeté la tentative de la défense de me retirer de l'affaire parce que ma relation avec les défendeurs avait déjà été divulguée. Grant a soutenu que Wright Family Senior Solutions avait aidé des milliers de familles et que des transactions de soins complexes étaient délibérément déformées. Il a montré des photographies d'établissements rénovés, d'événements caritatifs, de clients satisfaits et de récompenses que mes parents avaient reçues. Son message était clair. Une entreprise respectée qui avait aidé certaines personnes ne pouvait pas avoir intentionnellement exploité d'autres. Nous avons répondu avec des preuves. Un expert comptable judiciaire a montré que les propriétés appartenant à des clients atteints de troubles cognitifs étaient régulièrement vendues en dessous de la valeur du marché à des entreprises liées aux associés de mon père, puis revendues des mois plus tard pour de gros profits. L'entreprise de mes parents recevait des paiements liés à ces ventes. Les contrats les appelaient des honoraires de coordination. Mais des feuilles de calcul internes les qualifiaient de parts de commission. Rachel a témoigné que ma mère formait les employés à retarder la paperasserie complète jusqu'à l'expiration des délais d'annulation. Eleanor a expliqué comment les dossiers étaient modifiés après que les familles se plaignaient. Le médecin d'Harold Mercer a confirmé qu'il n'avait pas la capacité mentale d'approuver la vente de sa maison. Tandis qu'un expert en écriture a trouvé des signes que les mains de plusieurs clients avaient été physiquement guidées sur les documents. La défense a commencé à s'effondrer quand Grant a appelé mon père. Richard a nié contrôler des sociétés écrans, faire pression sur les employés ou savoir que les clients étaient confus. Je lui ai montré une feuille de calcul de son ordinateur portable répertoriant les initiales des clients, la valeur des propriétés, les profits attendus et une colonne appelée risque de résistance. Les clients ayant des parents actifs recevaient des scores élevés. Les clients qui vivaient seuls recevaient des scores bas. Que signifie le risque de résistance, ai-je demandé. Je ne me souviens pas. Pourquoi les clients avec moins de parents recevaient-ils des scores plus bas? Je n'ai pas créé la formule. Vos initiales sont dans le champ de l'auteur. Les employés utilisaient mon ordinateur.
J'ai affiché un courriel qu'il avait envoyé au cadre supérieur. Prioriser les dossiers propres. Moins de parents signifie moins de retard. Il a prétendu que les dossiers propres faisaient référence à une paperasserie organisée. Puis j'ai joué un message de son téléphone. La situation Mercé est devenue compliquée parce que le fils est arrivé tôt. La prochaine fois. Concluez avant l'interférence de la famille. Sa confiance a disparu. Jusque-là, il avait traité la salle d'audience comme une autre pièce qu'il pouvait contrôler. Entendre sa propre voix lui a retiré ce contrôle. Grant a demandé une suspension, mais le juge a refusé. J'ai demandé si mon père se souvenait de m'avoir mise dehors à 18 ans. Grant s'y est opposé. Mais j'ai expliqué que la question concernait la transaction Mercé et mon renvoi de la maison. Après l'avoir examiné, le juge m'a permis de continuer. Mon père a prétendu que j'étais parti volontairement. J'ai brandi la photographie. Ai-je volontairement emballé mes affaires dans des sacs poubelles? Tu étais dramatique. M'avez-vous donné 81 $? Tu avais de l'argent. Avez-vous verrouillé la porte après m'avoir dit que je ne recevrais aucun soutien à moins de rejoindre l'entreprise? Tu as rejeté ta famille. J'ai fait une pause. Où ai-je demandé pourquoi un homme âgé était en train de céder sa maison? La salle d'audience est devenue silencieuse. Tu n'étais qu'une enfant, a-t-il dit. J'étais assez grande pour reconnaître la peur sur le visage de Monsieur Mercé. J'ai présenté une entrée de calendrier montrant qu'Harold Mercé avait visité notre bureau à domicile 3 jours avant que je sois expulsé. Puis j'ai produit un courriel écrit par Emily Wright, 18 ans. Demandant à un conseiller d'orientation scolaire si des adultes pouvaient légalement forcer une personne confuse à signer des documents de propriété. Le conseiller l'avait conservé dans les archives de l'école. Cela prouvait que mes préoccupations existaient bien avant le procès ou la rupture familiale. Ma mère a témoigné contre l'avis de Grant. Elle a essayé de se présenter comme une épouse administrative qui suivait les décisions de mon père. Mais des courriels ont montré qu'elle approuvait les scripts des employés. Gérait les plaintes et ordonnait au personnel de décrire les paiements remboursables comme des dépôts non récupérables. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle m'avait photographié devant notre maison, elle a prétendu qu'elle voulait une preuve que j'avais choisi de partir. Alors pourquoi envoyer la photographie à mon bureau 12 ans plus tard, ai-je demandé. Elle a nié l'avoir fait. Les enquêteurs avaient retracé l'image jusqu'à une imprimante enregistrée sur son ordinateur portable. Le journal de l'imprimante montrait qu'elle avait été imprimée le matin avant l'apparition de l'enveloppe. Des images de surveillance montraient un chauffeur de l'entreprise devant notre bureau après minuit. Et des relevés téléphoniques ont révélé que ma mère l'avait appelé 6 fois ce soir-là. Son démenti s'est effondré en quelques minutes. Après 2 jours de délibération, le jury a déclaré mes parents et leur entreprise responsables de tromperie extrême, de pratiques contraires à l'éthique, de dissimulation, de représailles et de complot. Le tribunal a ordonné la restitution et des dommages et intérêts punitifs substantiels. Un séquestre indépendant a pris le contrôle de l'entreprise. Et mes parents ont été définitivement interdits d'exercer des activités de soins aux personnes âgées, de gestion financière, d'immobilier ou de fiduciaire. Les propriétés achetées par le biais de sociétés écrans ont été saisies pour indemniser les victimes. Le jugement civil n'était que le début. Les procureurs fédéraux ont inculpé mon père de fautes professionnelles graves, de complot, d'entrave à la justice et de pression sur les témoins. Ma mère a été inculpée de tromperie extrême, de dissimulation de preuves et de complot. Grant s'est retiré après avoir découvert qu'il lui avait caché des preuves. Mon père a fait face à des conséquences fédérales strictes et a perdu sa liberté. Ma mère a accepté un accord exigeant la responsabilité, la coopération et la restitution des actifs dissimulés. Leur maison, leurs propriétés de vacances, leurs investissements et leurs intérêts commerciaux ont été liquidés pour la restitution. L'entreprise a disparu de chaque bâtiment qu'elle avait occupé. Les œuvres de charité ont retiré leur nom des murs des donateurs. Et leurs récompenses ont été annulées. Après les dernières procédures, ma mère a demandé à me parler dans une salle de consultation du palais de justice. Sans assistance, sans bijoux, ni déclaration préparée, elle paraissait plus petite.
Tu as ruiné ta propre famille, a-t-elle dit. Non, j'ai documenté ce que ma famille a fait à d'autres familles. Nous t'avons tout donné. Tu m'as donné 2 sacs poubelles et $81. Son visage s'est crispé. Et regarde ce que tu es devenu. C'était le plus près qu'elle soit jamais venue d'admettre que j'avais réussi. Elle croyait toujours que ma survie excusait sa cruauté. Avant que je ne parte, elle a demandé si je me sentais satisfaite. J'ai pensé aux victimes qui n'ont récupéré qu'une partie de ce qui leur avait été pris. Aux familles qui ont appris la vérité trop tard, et aux témoins qui avaient tout risqué pour parler. La satisfaction était trop simple. Je me sens libéré de la peur que vous m'inspiriez, ai-je dit. Le séquestre a finalement récupéré assez d'argent pour indemniser la plupart des familles identifiées. Bien qu'aucun règlement ne puisse restaurer les maisons perdues. Les dernières années où la confiance. Eleanor a utilisé une partie de sa récompense de lanceuse d'alerte pour créer un fonds d'examen de documents pour les personnes âgées entrant dans des établissements de soins. Rachel est devenue formatrice en conformité et a enseigné aux employés comment signaler les pratiques coercitives sans exposer les clients vulnérables. Marissa a publié une enquête axée non pas sur mon conflit familial, mais sur les défaillances réglementaires qui avaient permis à une seule entreprise de contrôler simultanément les conseils de placement, les ventes de biens et la facturation des clients. Naomi et moi avons ouvert une clinique juridique nommée d'après Harold Mercer. Elle examinait les contrats de soins aux personnes âgées, formait les familles à identifier les intérêts financiers cachés et enseignait aux jeunes avocats que le consentement éclairé n'est pas simplement une signature au bas d'une page compliquée. C'est la compréhension, le choix et la véritable liberté de refuser. J'ai gardé le carnet original où j'ai noté comment j'ai dépensé mes $81. Ces pages s'étaient ramollies, et plusieurs entrées étaient presque illisibles. À côté, j'ai gardé la photographie de moi tenant 2 sacs poubelles. Pendant des années. J'ai détesté cette image parce qu'elle capturait le moment où mes parents m'ont réduite à ce que je pouvais porter. Plus tard, j'ai vu quelque chose de différent. La fille sur cette photographie n'avait ni maison, ni diplôme, ni preuve que son rêve réussirait. Elle s'est quand même éloignée des personnes qui exigeaient l'obéissance comme prix d'eux. L'appartenance. Mes parents croyaient que le rejet définirait ma valeur. Au lieu de cela, il a révélé la leur. Il possédait de l'argent, de l'influence, une entreprise respectée et le pouvoir de faire en sorte que des familles effrayées leur fassent confiance. Aucune de ces choses ne leur donnait de l'intégrité. Le pouvoir ne les rendait pas justes. Le succès ne rendait pas leurs actions moins cruelles. Partager mon sang ne leur accordait pas une autorité permanente sur mon identité. J'ai aussi appris que la justice n'est pas une victoire spectaculaire au tribunal. Elle a nécessité des années d'éducation, des preuves minutieuses, des limites éthiques. Des témoins effrayés. Un examen indépendant et l'humilité de laisser les faits importer plus que la colère. Si j'étais entré au tribunal uniquement pour humilier mes parents, Grant aurait eu raison de qualifier l'affaire de croisade personnelle. Ce qui a rendu notre victoire légitime, c'est que chaque accusation pouvait être rattachée à un document, un témoin, une transaction ou un enregistrement. La vraie justice n'était pas de voir mes parents perdre leur fortune. C'était d'aider d'autres familles à garder leur maison. C'était de transformer les connaissances dont ils se moquaient en une protection pour les personnes qu'ils s'attendaient à voir rester confuses. C'était de refuser de devenir cruel simplement parce que la cruauté avait autrefois contrôlé ma vie. Personne n'a le droit de définir votre valeur parce qu'il vous a élevé, employé, soutenu, rejeté ou partage votre sang. La famille peut offrir des conseils, mais elle ne peut pas exiger la reddition de votre conscience. L'ambition sans intégrité devient de l'exploitation. La loyauté sans question devient de l'obéissance. Le pardon sans responsabilité devient une permission. Je ne suis pas devenue avocate parce que ma mère s'est moquée de moi. Je suis devenue avocate parce que même avant de comprendre la loi, je savais que les personnes puissantes ne devraient pas être autorisées à cacher l'injustice sous de la paperasse. Son rire est devenu une partie du chemin, mais ce n'a jamais été ma destination. 12 ans après avoir quitté la maison avec $81. Je me tenais dans le palais de justice où mes parents ont enfin entendu le mot responsable leur être appliqué.
Je ne me sentais plus comme une fille non désirée revenant pour obtenir une approbation. Je me sentais comme une femme qui avait construit une vie qu'aucune porte verrouillée ne pouvait lui enlever. Si demain les personnes les plus proches de vous se moquent de votre rêve et vous disent que vous ne valez rien sans leur permission, baisserez-vous la tête? Ou commencerez-vous le voyage pour reconquérir la justice pour vous-même et pour tous ceux à qui on a appris à se sentir impuissants? Merci d'avoir regardé une autre histoire émouvante avec nous. Cette vidéo est fictive et destinée uniquement au divertissement, à l'éducation et à la réflexion. Nous espérons qu'elle vous rappelle que la paix vient souvent après que vous avez cessé d'essayer d'obtenir l'honnêteté de personnes qui profitent de la confusion. Quand la vérité est niée, la distance peut devenir la clarté dont vous aviez besoin depuis le début.